Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la poule B, ça passe vraiment super vite, c'est la 8e équipe et tu l'auras compris sur la miniature, aujourd'hui c'est tout États-Unis. On commence comme d'habitude avec un petit point sur l'historique. La nation a participé à 11 Coupes du Monde, elle est une habituée de la compétition. Elle fait comme meilleur résultat une 3e place lors de la Coupe du Monde 1930. L'armoire à trophées est remplie de Gold Cup. En 18 participations, il la remporte 7 fois. Il s'agit de la compétition d'Amérique centrale et du Nord. La dernière en date est celle de 2021. Ils ont vaincu des équipes comme le Mexique, le Canada, le Costa Rica ou encore l'invité surprise, le Qatar. À 4 reprises, ils se font inviter à la Copa América. Ils finissent 2 fois en demi-finale. La dernière était en 2016, c'est assez récent. Puis pour finir, c'est une finale perdue malheureusement pour eux en 2009, la Coupe des Confédérations face au Grand Brésil. Bien que n'étant pas la nation la plus populaire, elle a pu compter dans ses rangs des joueurs de classe mondiale, dont Clint Dempsey, Donovan, qui sont les 2 co-meilleurs buteurs de l'histoire de la nation. Claudio Reyna, le père de Giovanni Reyna, qu'on connaît très bien du côté de Dortmund, qui a porté le brassard pendant longtemps chez les Américains, ou encore Tim Howard, le gardien, l'un des gardiens les plus connus de sa génération, il a marqué son époque. Il fait partie des premiers Américains à réussir en Europe et notamment en Première Ligue. De plus en plus de jeunes Américains signent dans des grands clubs, des top clubs européens, car de plus en plus les clubs européens jettent un œil sur le potentiel du vivier en Amérique. Le problème de ces académies est le suivant, c'est-à-dire qu'en France, on est un petit peu repéré grâce au talent. Aux États-Unis, pour avoir sa chance, il faut payer. Ils appellent ça le pay to play. Et ça pose énormément de problèmes, surtout au niveau de l'Amérique latine, où les Américains ne peuvent pas exprimer l'entièreté de leur talent en raison de problèmes d'argent. En termes de qualification, ça n'a pas été une évidence pour les États-Unis. Ils ne finissent qu'à 3 points des 2 premiers, le Mexique et le Canada, mais finissent à égalité de points avec les 4e, le Costa Rica, qui eux ont dû passer par les barrages pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Un nul contre l'avant-dernier, le Panama, et une défaite contre le Salvador les ont salement mis dedans. Cependant, on peut relever une très belle victoire 2-0 contre les Mexicains, les grands rivaux. Passons maintenant à l'effectif. C'est un 4-3-3 point de basse que jouent régulièrement les États-Unis. Une moyenne d'âge de 23 ans. Pour le moment, c'est la plus jeune qu'on ait faite. Je ne sais pas si on pourra faire plus jeune. À noter qu'il y a le milieu de terrain qui est à 21 ans de moyenne d'âge et l'attaque à 21 ans de moyenne d'âge. C'est la défense qui relève un petit peu tout ça. Je ne pense pas qu'on fasse plus jeune en tout cas. Et pour commencer, le sélectionneur Berhalter, ancien joueur de la sélection avec 44 caps au poste depuis 2018. Il n'a pas fait l'unanimité à son arrivée à cause de son manque d'expérience, jugé trop jeune. Il avait 46 ans à sa prise de poste. Il n'a entraîné qu'en MLS et surtout, il est américain. C'est beaucoup moins clinquant pour eux de leur point de vue. Au poste de gardien de but, Turner est le nouveau numéro 2 d'Arsenal et donc le nouveau numéro 1 des États-Unis. Il est tout juste devant Stephen, l'ancien numéro 3 de Manchester City. En défense centrale, c'est le gros coup dur avec l'absence de Robinson. C'était le meilleur défenseur central de la sélection qui a connu une rupture du tendon d'Achille. Il était titulaire lors de 11 des 14 matchs de qualification, donc c'est une grosse perte pour eux. C'est Long qui pourrait en bénéficier aux côtés de Zimmerman, l'un des bons centrales de MLS de ces 2 dernières années. Robinson, le latéral gauche de Fulham, très décisif en sélection, 2 buts et 3 passes décisives lors des qualifications. À droite, le Barcelonais Dest, qui peut aussi jouer à gauche si besoin. Souvent blessé par contre, c'est ça le petit problème. La doublure est incertaine, ça se joue entre Yedlin et Cannone. La pointe basse est toujours la même, c'est le capitaine Tyler Adams. Il a 23 ans et il est la pièce maîtresse de cette équipe. Il était tout juste transféré de Leipzig vers Leeds. Il est l'incontournable de Berhalter. Milieu central droit, Moussa, le nouvel indispensable en sélection comme en club du côté de Valence. À 19 ans, il est l'un des plus gros potentiels de cette liste. On devrait en entendre parler dans les années à venir.
Je ne pense pas qu'il reste très longtemps du côté de l'Espagne. Il a d'énormes qualités. Il fait partie aujourd'hui du top 2% des meilleurs dribbleurs à son poste dans les 5 grands championnats. J'espère qu'il va montrer de quoi il est capable pendant cette Coupe du Monde. Avec lui, c'est moins évident. On a McKennie qui est un joueur très important de la Juventus de Turin, mais à 23 ans, il connaît pas mal de pépins physiques qui pourraient profiter à l'excellent Acosta de Los Angeles. Sur le poste d'ailier gauche, on a le joueur important de la sélection, c'est Christian Pulisic. C'est sur lui que les regards seront dirigés. À maintenant 23 ans, il est considéré comme le renouveau des États-Unis. Il est le premier à véritablement avoir percé en Europe, d'abord à Dortmund, puis du côté de Chelsea où il y porte aujourd'hui le fameux numéro 10. A lot of them gave credit to Christian Pulisic for sort of showing them the way, as they put it. Au poste d'ailier droit, il y a une bonne concurrence, c'est Timothy Weah qui pourrait prendre le pas, l'ailier et buteur de Lille. Il est le fils du grand George Weah, attaquant du Liberia et Ballon d'Or 1995. Il est d'ailleurs désormais le président du Liberia. Il a donc emmené son fils sur ses traces, mais ce dernier a opté pour les États-Unis plutôt que le Liberia. Il est donc en concurrence avec un excellent Aronson, le nouveau et excellent joueur de Leeds, dont les échos arriveront très bientôt, je pense. Et comme d'habitude, vous le savez, dans toutes les sélections, il y a le chantier. Et donc le voici, c'est le poste de buteur où Ricardo Pepi devrait être le titulaire. Le problème, c'est depuis son arrivée à Augsbourg, il ne joue plus. Siebatche, lui, marque beaucoup en club, mais ça ne fonctionne pas en sélection. Sargent, lui, n'est pas appelé, car le buteur jouait sur une aile à Norwich. Il est enfin dans l'axe depuis peu, mais il ne semble toujours pas être dans les petits papiers de Berhalter. C'est Ferreira qui pourrait avoir le rôle de second, une option jugée moins sexy de ce qu'il dit, mais il a su saisir sa chance lorsqu'il a été appelé, avec notamment un quadruplé contre Grenade. Je fais un petit détour rapide sur Giovanni Reina. J'ai été surpris de connaître son sort. Le joueur qui est très polyvalent du côté de Dortmund n'est pas un titulaire en sélection à cause de ses récurrentes blessures et pourrait carrément ne pas être appelé. Alors on espère que si on l'espère pour le football, je pense qu'il pourrait l'être, mais il n'y a rien de moins sûr. On peut aussi maintenant observer que les Américains s'exportent davantage. Il n'y a que 2 joueurs évoluant en MLS, le championnat des États-Unis. Ce sont les 2 défenseurs centraux. À l'époque, j'ai regardé la Coupe du Monde 2014. Il y avait 7 joueurs sur 11 qui étaient en MLS. Certains joueurs sont même maintenant dans des top clubs. Il y a Dest à Barcelone, Turner à Arsenal, Pulisic à Chelsea, McKennie à la Juventus Turin, Reina au Borussia Dortmund. C'est le moment de passer à l'avis final. Alors, on a une poule qui n'est pas évidente pour les États-Unis, mais elle reste malgré tout abordable. Tout d'abord, on a les Anglais qui sont censés être l'équipe au-dessus sans trop de contestation. Cependant, ils se sont rencontrés 2 fois dans l'histoire en compétition internationale. Et les États-Unis ont réussi donc à les gagner une fois en 1950, c'était une victoire historique. Et ils ont réussi à faire un match nul à la Coupe du Monde 2010 qui leur a permis de passer juste devant eux et être premier de poule. Les Gallois sont normalement sur le papier l'équipe à battre. C'est avec eux qu'ils pourraient se disputer la 2e place et ça tombe bien car c'est leur premier match entre eux. On aura des réponses très rapidement, le premier match sera décisif. Et l'Iran, un adversaire à ne pas sous-estimer. Il y a un contexte politique important qui pourrait impacter le match, on ne sait pas, on n'espère pas, voilà. Ils ont un effectif capable de faire quelque chose, il y a un bon collectif, un bon jeu de possession, de bonnes individualités, ça fait déjà pas mal sur le papier. Des joueurs encore trop jeunes, trop tendres, un petit peu trop fragiles, à l'image de Giovanni Reina qui pourrait être l'élément numéro 1 de cette sélection, mais qui ne pourrait ne pas faire don de sa présence. Robinson en défense centrale qui va cruellement manquer dans un domaine où il n'excellait déjà pas forcément. Aucun d'entre eux n'a déjà participé à une Coupe du Monde, c'est la première pour tous. Et je pense que pour les États-Unis, il faut davantage regarder à l'aube, regarder demain. Il faut bien évidemment se concentrer sur 2022, mais il faut savoir que la Coupe du Monde 2026 se déroule en partie chez eux. Elle est aussi au Mexique, au Canada. La 3e, c'est aux États-Unis.
En 2026, c'est chez eux. L'effectif aura pris de la maturité. Les joueurs qui aujourd'hui en ont 22 en auront 26. Ça fera des joueurs beaucoup plus matures. Entre-temps, ces joueurs-là qui auront pris de l'expérience, il y aura de nouveaux joueurs, de nouvelles pépites qui, eux, arriveront dans le groupe, qui, eux, se feront encadrer par ces joueurs avec plus d'expérience. Je pense qu'il ne faut pas négliger les États-Unis. Au contraire, ça ne m'étonnerait franchement pas de les voir passer les poules au vu des qualités qu'ils peuvent avoir. Mais je pense que là où les États-Unis nous éblouiront davantage, c'est en 2026 chez eux. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de suivre les États-Unis et pas qu'en 2026. Il y a des choses très intéressantes à voir dès cette année-là. Et moi, j'ai hâte de les retrouver. Et sur ce, je vous dis à bientôt.